Pierre, merci beaucoup de nous Merci à rejoindre vous. pour la toute première interview d'Irrépublique. Alors aujourd'hui, on va parler séries, avant tout, séries françaises, séries étrangères, beaucoup de séries françaises. Est-ce que tu peux commencer un peu par te présenter? On va faire simple. Je m'appelle Pierre Langlais, je suis journaliste spécialiste des séries Ouais. pour Télérama. D'ailleurs, on se trouve sur la terrasse de Télérama aujourd'hui. Et donc, mon boulot, c'est de critiquer, Mm. de faire des interviews, de faire des reportages. En fait, de faire tout ce que fait un journaliste, ou pour comparer à quelque chose de plus proche de ce que pourrait faire un journaliste de cinéma, Bien sûr. mais avec les séries télé. Tout ce qui tourne autour des séries télé, françaises, étrangères, Mm. tout ce qui est diffusé en France ou sur les plateformes françaises. Aussi, évidemment, aujourd'hui, un petit peu en jetant un coup d'œil vers l'étranger en amont pour être un petit peu précurseur. Enfin, voilà, c'est très ambitieux parce qu'il y a énormément de choses, mais Ouais, on essaye de couvrir au maximum tout ce qui touche aux séries télé. Alors justement, toi, ça fait un moment que tu évolues dans ce monde des séries. Est-ce qu'on pourrait commencer par retracer brièvement l'histoire des séries en France? On commence par des séries très françaises, à la Julie Lescaut un peu, et puis de plus en plus les séries américaines arrivent. La trilogie du samedi soir, qui commence à s'implanter en prime time. On a ensuite des séries qui s'implantent durablement, si on prend NCIS, les experts. Et même maintenant, on arrive à des séries qui sont diffusées 24 heures après les USA sur le câble, si on prend OCS par exemple. Est-ce que tu peux nous refaire un rapide historique? Alors évidemment, de la il faut série partir d'un peu plus tôt, mais on va pas pouvoir rentrer dans le détail, sinon on est là pour la demi-heure entière. Mais il y avait déjà des séries à la Ouais. télé française dès la fin des années 50, des années 60, qui étaient évidemment des séries françaises à l'époque. Puis au fur et à mesure, dans les années 60 et 70, on a vu des séries anglaises essentiellement. C'est au fur et à mesure des années 80 et surtout des années 90 que les choses ont changé. Dans les années 80, on a commencé à avoir des séries américaines plus souvent, Dallas à Ouais. l'époque, et puis la 5, que les plus jeunes n'ont pas connue, mais qui a été la première chaîne qui en France a diffusé beaucoup de séries américaines. Alors à l'époque, on disait trop de séries américaines. Mais bon, c'est comme ça que beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont trentenaires ou quarantenaires ont commencé à mettre les pieds dans les séries télé. Et puis dans les années 90, il y a eu d'une part des séries du câble, des chaînes du câble, pardon, comme Jimmy, qui ont un impact majeur, qui non seulement ont diffusé des séries qui sont devenues des classiques, notamment Friends à une époque, mais aussi ont commencé à parler de séries. Ça fait partie des premiers médias français qui ont commencé à parler de séries. Et puis dans les années 90, les grandes chaînes accessibles à tout le monde aussi se sont mis à diffuser des séries. On a vu Friends sur France 2, alors en VF uniquement à l'époque, mais personne s'en offusquait. Ouais. Et puis il y a eu deux énormes phénomènes, si j'ose dire, X-Files sur M6, déjà série au long cours qui a été diffusée tout du long, et Urgence sur France 2. Moi personnellement, c'est Urgence qui a été la première série que j'ai regardée régulièrement avec Friends. D'accord. Qui était tous les dimanches soirs et qui remplaçait le sacro-saint film du dimanche soir, Bien sûr. ce qui était quand même assez dingue à l'époque. Et puis, comme tu le disais, la trilogie du samedi qui a commencé à instaurer quelque chose qui était de l'ordre d'une plus grosse consommation. Et puis avec les années 2000, 24 heures chrono, House et puis Desperate Housewives, en 2000, 2001 jusqu'à 2005, il y a eu vraiment là une explosion. Et les chaînes comme TF1 se sont rendues compte qu'elles avaient tout intérêt à diffuser des blockbusters américains, des séries de grandes chaînes qui font beaucoup d'audience, pour que les téléspectateurs soient fidélisés, ce que toute chaîne cherche. Et puis évidemment, tout ça, on ne peut pas rentrer on peut pas faire du chaîne par chaîne. Mais comme il y a eu une explosion du nombre de chaînes et de séries aux États-Unis, puisque les États-Unis c'est le principal moteur, il y a eu aussi en France en parallèle une explosion. Canal+ s'est mis à diffuser des séries, et puis de nouveaux acteurs sont arrivés aujourd'hui, OCS qui est partenaire de HBO, et puis tout ça a explosé au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la mise à feu s'est faite dans les années 90 et l'explosion au début des années 2000. Est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a une vraie culture série? Parce que là, on est remonté loin, des années 90. Est-ce qu'il y a un enracinement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça? Ça dépend de la génération à laquelle vous parlez. Si vous parlez de toute personne qui aujourd'hui a moins de 50 ans, très certainement. Ce qui ne veut pas dire que les plus de 50 ans n'ont pas de culture série, mais évidemment tous ceux qui ont grandi, qui avaient entre 0 et 10 ans dans les années 80, est né avec les pieds dans les séries, parce qu'il y a eu la 5, parce qu'il y a eu au fur et à mesure des diffusions, et parce que la plupart d'entre nous, finalement, avons vécu notre adolescence avec les séries. Donc cet instant où la culture s'est imprégnée en nous a été marqué par les séries. Donc aujourd'hui, il y a une culture de la consommation sérielle. Il y a une culture d'une certaine génération dans la capacité d'aimer les bonnes séries, d'être capable de juger de la qualité des unes et des autres, et du coup d'avoir un recul critique. D'autant plus que les séries ont explosé en France au moment où Internet a explosé.
Alors, ce qui a non seulement modifié la consommation, Ouais, puisque le téléchargement illégal puis légal a fait son apparition, mais aussi parce que la façon dont les gens consommaient les séries était accompagnée par les forums dans un premier temps, puis les réseaux sociaux. Et donc évidemment, toute cette génération-là a beaucoup parlé de séries, et la série aujourd'hui, moi je dis toujours en rigolant que c'est avec le foot, la série et le sexe, la chose dont on parle le plus. À la machine à café, le sexe, je sais pas trop, mais en tout cas avec les amis, pendant les dîners, Ouais, etc. Voilà. c'est évident. Et puis la politique aussi. Et donc évidemment, il y a tout ça. De là à dire que la culture série est profondément ancrée dans la culture française, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'image que la France renvoie de son amour des séries et de ce qu'elle veut faire des séries dans sa production hexagonale, il y a encore certaines personnes et certaines couches dirigeantes qui ont ce point de vue que la série est une sous-culture plus ou moins négligeable ou méprisable, mais ça devient une minorité. Et aujourd'hui, il suffit de regarder l'importance des séries dans leur diffusion à la télévision française pour se rendre compte qu'on les respecte au moins d'un point de vue économique et commercial, mais de plus en plus aussi comme un bien culturel de qualité, voire un art. Et on avance en ce sens-là, et peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça sera un fait, et on n'en sera plus à avoir ces questions-là. Alors, il y a une question que nous, on se posait beaucoup. Alors, quand on regarde un peu le paysage de séries dans le monde et en Europe, il y a beaucoup de modèles propres à chaque pays, surtout l'Angleterre. Quand on regarde avec la BBC, par exemple, ou des choses comme ça, est-ce que nous, en France, on peut parler d'un modèle français ou pas du tout, ou pas encore? Alors, il faut modérer les choses. En Angleterre, notamment, puisque vous citez l'Angleterre, les modèles diffèrent selon les chaînes. C'est-à-dire que la BBC a une tradition de production en interne que n'a pas forcément Channel 4 ou ITV. Ça, c'est des choses un peu compliquées. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a une espèce de cohérence dans, plutôt chez les Anglais, des séries plus courtes, avec des saisons de 6 épisodes en général. On va plutôt sur des formats comme ça. Là où la France cherche encore un petit peu sa voie. Donc le modèle français, historiquement, c'était plutôt du 52 minutes. Des épisodes longs, des choses très peu feuilletonnantes, très fermées, avec une enquête par épisode, puisque je dis enquête parce que c'était beaucoup du polar. Et les choses tendent à évoluer, on fait plus de feuilletonnants, on fait des saisons plus courtes, mais il n'y a pas encore de modèle posé. C'est-à-dire que on glisse pas vers le 42, on a beaucoup de problèmes avec le 22 minutes qui est le format de la comédie. Des chaînes comme Canal+, y risquent, OCS commence à faire des comédies, cherche encore un petit peu le format qui lui conviendrait le mieux, et donc on continue à faire beaucoup de 52 minutes en France, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des saisons un peu plus longues, et donc on se cherche, on fait parfois des saisons de 6, puis on va faire une saison de 8, globalement on ne fait pas quand même des saisons de 22, c'est pas un modèle français, on n'a pas les moyens de production de faire ça. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne chose qu'on instaure un modèle fixe et que toutes les séries fassent le même nombre d'épisodes, chaque série a besoin d'un certain temps pour s'exprimer. Les Américains font ça très bien, il y a des saisons plus courtes, des saisons plus longues, selon le diffuseur, selon le drame, comédie. Donc je crois juste qu'il faut que la télé française et les séries françaises aient assez de liberté de mouvement pour pouvoir choisir les bons formats, pour raconter les meilleures histoires, puisque la finalité de tout ça, c'est de raconter les meilleures histoires. Alors justement, c'est un propos qui nous intéressait beaucoup, cette idée de dire que la série aujourd'hui, ça brasse énormément d'argent, on l'étudie beaucoup sous l'angle économique, quand on voit un peu les séries américaines. Vous avez une vision qui est beaucoup plus artistique, j'ai envie de dire, et qui est aussi un peu plus intéressante. Qu'est-ce que vous pensez des productions françaises, que ce soit privées, ce qu'on voit sur Canal+, ou même public, Disparu ou Chef que fait France 2, qui sont des nouvelles séries qui marchent. Quel est votre ressentiment sur le contenu des séries françaises? Alors d'abord, pour rebondir ce que tu as dit, je ne juge pas comme moins intéressant les études économiques. Il ne faut pas oublier que les séries télé sont aussi un bien de consommation, et du coup il y a un business derrière, et il s'agit de ne pas complètement ignorer les réalités de ce business là qui évidemment ont un impact aussi sur le contenu. Ceci étant dit, c'est vrai qu'en tant que critique, avant tout, si j'ose dire, c'est important pour moi la qualité, et que j'ai plus d'intérêt vers une série qui a été faite avec 2 francs 6 sous, mais qui a un sujet passionnant et qui tient la route,
que pour une production faite à plus d'1 million l'épisode, ce qui est en France un bon budget, mais qui est sans aucun intérêt et qui est juste servi cyniquement aux téléspectateurs pour faire du temps de cerveau disponible, comme on disait à une époque. Donc évidemment, mon regard aujourd'hui, il est là. Il est d'essayer de trouver un équilibre entre les considérations économiques, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour que les séries françaises soient de meilleure qualité dans leur fond, il faut aussi qu'elles trouvent un modèle économique et l'intérêt que je peux porter au fond des scénarios et à la qualité de la production. Mais quand je vous dis qualité de production, je parle de production, je parle aussi d'argent. Donc évidemment, ça m'intéresse quand je veux voir une nouvelle série, que je vais me dire waouh, cette série est belle. Et si cette série est belle, c'est pas seulement que le réal est génial, c'est aussi qu'il a eu les moyens pour faire une belle série. Les Revenants dont on a tant parlé, la première chose qui sautait au visage, c'était la qualité de la production. Donc c'était évidemment ce que Fabrice Gobert et ses équipes avaient réussi à faire avec le budget qu'on lui avait donné. Donc il y a eu une question de budget à un moment. Et quand on ne cesse de dire oui, il faut que la France soit plus avec un modèle du showrunner, comme on dit, donc avec des gens qui font tout, ça veut dire aussi qu'il faut des gens qui soient capables de créer des séries, de les écrire, de les produire, mais aussi d'avoir des notions de finance. Ceci étant dit, et pour répondre plus directement à votre question, évidemment la qualité des séries françaises s'améliore. On voit de plus en plus de choses de qualité, et plus seulement sur Canal+, ou sur Arte, qu'on n'a pas encore cité, mais qui à mon sens aujourd'hui fait les choses les plus osées, qui ne sont pas toujours réussies, mais qui n'ont pas toujours les plus gros budgets, mais qui justement vont avoir des propositions les plus originales. Canal+ étant dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la série, de qualité, de poids, mais plus classique, avec des polars, avec des choses qui sont extrêmement bien développées, mais sur des angles un peu moins risqués, là où Arte fait des choses parfois plus inégales, mais sur des angles plus risqués, en tout cas à l'heure actuelle. Oui, clairement. Mais vous avez cité France 2, elle aussi. Simé, clairement. Simé aussi, et moi j'ai beaucoup aimé Chef, que je trouvais très bien produite, avec certains défauts, mais tout à fait captivante. Disparu qui a très bien marché. Mais TF1 Simé aussi, on peut considérer que des séries comme Falco, d'un certain point de vue, est qualitativement supérieur à ce qu'on a pu voir avec Camping Paradis ou Joséphine Ange Gardien. Oui. Alors, on parlait d'un showrunner, justement, qui est un peu l'homme aux États-Unis qui gère tout dans la série, qui est souvent le scénariste. En France, on n'a pas encore ce système-là. Et on voit qu'on est... Alors, justement, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a pas ? On commence à l'avoir. Il y a des séries comme la dernière saison d'Engrenage, par exemple, a été showrunné. Fabrice Gobert, pour Les Revenants, est une forme de showrunner. Et on a des gens qui sont de plus en plus capables de s'impliquer aussi bien dans la production que dans l'écriture. C'est une solution. C'est une solution. C'est pas la solution, c'est une solution pour qu'il y ait une cohérence dans la production d'une série. Voilà. Ceci étant dit, les Anglais ne sont pas fondamentalement sur un modèle de showrunner, ils font des choses de qualité. C'est comme quand on dit il faut absolument faire des writer's room, il faut faire des salles d'écriture avec tout un groupe de scénaristes qui travaillent main dans la main. C'est ce qu'a fait le Bureau des légendes, par exemple, sur Canal+, encore, avec une forme de showrunner qui dirigeait tout ça. Et ça a fonctionné en tout cas dans le cadre de ce que voulait faire le Bureau des légendes. Mais il y a en Angleterre, il y a des séries qui sont entièrement écrites par un seul type et qui sont brillantes. Les Américains aussi, avec True Detective, saison 1 en tout cas, était particulièrement réussi avec un seul auteur. Donc il n'y a pas de formule magique, comme il n'y a pas de format magique. Il faut juste trouver la bonne formule pour raconter de bonnes histoires avec la liberté et la qualité nécessaire à ce que chacun veut faire. Si quelqu'un crée une série, veut avoir 40 mecs qui vont écrire avec lui, s'il trouve le budget suffisant, qu'il puisse le faire. S'il veut être tout seul et qu'il est convaincu et que nous pouvons être convaincus que ça va faire une super série, osons le laisser bosser tout seul. Qu'est-ce qu'on peut attendre des productions françaises à venir ? Là, on voit que Canal+ a lancé sa super production Versailles, mais aussi on voit que la série prend de plus en plus d'importance. La FEMIS, qui est notre école du cinéma en France, a un parcours pour les scénaristes spécialement série. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la production française dans les 5-10 années à venir ? Qu'elle soit meilleure. Dans les 5-10 années, il faut être patient. Je pense que dans 5 ans, elle sera bien meilleure, et dans 10 ans, elle sera peut-être excellente. J'ai pu voir les pilotes de la FEMIS, de la première promotion, et il y a de bonnes choses. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a des choses originales dans le domaine de la comédie sociale, et des séries qui montrent notre pays dans sa réalité. Ce qui est un des points faibles de la série française aujourd'hui, c'est sa difficulté à prendre à bras le corps la réalité de la société française. Et évidemment, on ne peut qu'aller vers
du mieux. Évidemment, il faut prendre aussi en compte que les audiences baissent, que les finances sont pas au mieux et qu'il n'y aura peut-être pas de miracle économique. Ceci étant dit, j'ai plutôt foi que les choses puissent aller vers l'avant en comptant sur les dirigeants de chaîne pour finalement, on discutait tout à l'heure de la culture sérielle, d'avoir cette notion de culture sérielle et de faire confiance aux auteurs. Bien sûr. On a de très bons auteurs en France et de faire confiance aussi aux réalisateurs. On a de très bons réalisateurs aussi. Mais une bonne série, comme on le dit souvent, c'est souvent un bon auteur, ce qui ne veut pas dire qu'il doit bosser seul. Bien sûr. Il va lui falloir aussi un bon producteur, des bons comédiens, un bon réalisateur, etc. Mais de leur faire confiance pour qu'on prenne des risques et qu'on accepte de se ramasser. Et c'est ce que fait Arte de temps en temps, même si elle ne se ramasse pas monstrueusement, de prendre des risques. Vous parliez de Versailles, c'est une autre voie qui est celle de la coproduction. Et de faire des grosses productions en allant chercher aussi des capitaux à l'extérieur, de faire des productions en anglais pour les exporter. Ça va être nécessaire pour qu'il y ait justement la puissance économique nécessaire dans le système français. Mais il y a un risque, c'est qu'on oublie au passage de faire des séries originales vraiment qui auront une identité locale. Bien sûr. Il y a un terme que j'aime beaucoup qui est la glocalité, c'est-à-dire la capacité de faire des séries à la fois globales et locales, c'est-à-dire qu'ils vont s'exporter, mais qui vont avoir une âme, qui vont représenter la société dans laquelle elles se déroulent. Les Revenants a fait ça brillamment. C'est-à-dire que c'est une histoire qui se passe près d'Annecy. On est en France, il n'y a pas de problème, mais c'est bourré de références volontaires, involontaires, plus ou moins subtiles, à la culture sérielle, aux États-Unis, à Twin Peaks, etc. Et ça marche très bien à l'international. Mais à aucun moment, Fabrice Gobert s'est dit je vais faire une série américaine. C'est juste que c'est quelqu'un qui a cette culture de la série et qui a grandi et qui est nourri à la série américaine, et ça se sent. Il ne faut pas faire des copies de séries américaines, il faut s'en inspirer. Et si tout ça s'entrecroise, si on fait plus d'argent, si on a plus de moyens, si on fait plus confiance, tout ça à la fin, ça ne peut être que positif. Il faut juste que tout le monde se détende 5 minutes et qu'on aille explorer ces différentes voies. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vaudra Versailles. Mais il en faut des séries comme ça, qui vont, si elles marchent, faire rentrer de l'argent pour produire des choses plus petites. C'est comme au cinéma. Les producteurs, ils font un coup un énorme film de qualité plus ou moins bonne, qui fait rentrer de l'argent, un coup un plus petit film, avec l'argent qui est rentré, parce que c'est un film qui fera moins d'entrées, qui fera moins d'argent. Un système doit se mettre en place de cet ordre-là, ce qui ne veut pas dire que les grosses productions doivent être absolument des bouses. Alors, merci beaucoup. Pour terminer, on est sur République. Est-ce que vous avez retenu une information positive dans votre domaine ou pas du tout dans les dernières semaines? Alors je reviens de vacances, donc évidemment je n'avais pas la tête dans les infos, donc je vais me contenter de quelque chose que j'ai vraiment entendu aujourd'hui, qui est cette histoire de ce gamin qui a une main articulée qu'on lui a non greffée, mais qui a une espèce de truc en plastique, une sorte de jouet. Alors c'est pas tant le côté cool pour le gamin, parce qu'en plus c'est un truc qui fait un petit peu super-héros, mais c'est le côté, ça coûte 2 fois rien cette main-là, elle est faite par imprimante 3D. Et du coup c'est quelque chose que je trouve assez positif. C'est une petite chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les greffes, on parle beaucoup de trucs extrêmement sophistiqués qui coûtent des millions, qui sont sans doute difficiles d'accès pour les gens les plus pauvres, et alors là évidemment c'est pas une main bionique, mais c'est quelque chose qui peut-être va pouvoir se développer, et j'espère que la médecine peut aller aussi dans ce sens là, de ces choses simples mais qui suffisent à redonner un petit peu de mobilité et du coup de sourire, là dans ce cas-là, un enfant. Alors c'est une belle histoire, on aime bien voir ça dans les news, mais finalement c'est aussi quelque chose et une application vraiment pratique de cette imprimante 3D où pour vraiment tout le monde s'amuse à faire des figurines avec. Donc ça peut être super de faire vraiment des choses utiles comme ça avec. Voilà. Super. Mais Pierre, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour notre toute première, et puis on se retrouve prochainement.